Nous sommes la semaine du 25 mars 2024. Cette semaine, nous allons parler de plusieurs sujets autour de l'animation, beaucoup de chiffres qui nous viennent d'études du CNC et un petit retour sur le festival d'un jour, un festival auquel j'ai pu assister et dont je vous parlerai de certains des courts-métrages. Commençons tout de suite. La première nouvelle, c'est une nouvelle de sortie série de Kyonshu Shisong, qui est une série chinoise et qui n'est pas disponible actuellement sur nos plateformes ou nos chaînes télé françaises, mais qui va nous intéresser plutôt pour des histoires de production, car c'est la première série chinoise utilisant massivement des outils d'IA générative pour faciliter sa production. Alors en termes de format, c'est une série de 7 minutes x 26, qui est en cours de diffusion actuellement et diffusée par le groupe China Media Group en association avec les Shanghai AI Laboratory, une entreprise qui développe les IA génératives destinées aux entreprises chinoises. Et cela va nous parler d'un ensemble d'histoires adaptées de poèmes et de textes traditionnels. Alors si le contenu a l'air très classique, ce qui nous intéresse c'est les techniques de production car effectivement les IA génératives ont été utilisées à toutes les étapes de fabrication, c'est-à-dire le scénario, les décors, l'animation et la post-production. Les premières images accessibles en France sont exemples de la majorité des problèmes visuels qu'on reproche aux IA génératives, c'est-à-dire des hallucinations ou des incohérences dans les environnements ou l'animation des personnages. On est plutôt sur un visuel d'animation 2D Puppet qui sera adapté dans des petites ou moyennes productions. Évidemment, c'est une série qui est un crash test à la fois pour faire de la recherche et développement en termes de ce qui est faisable, mais aussi de ce qui est acceptable par le public, et aussi de créer des technologies d'IA génératives souveraines pour un pays avec des grandes ambitions économiques comme la Chine. Il n'y a pas de sortie prévue pour la France, mais en termes de technologie et d'industrie, c'est une date historique d'une première série, grand public, soutenue par une chaîne d'État et des entreprises publiques qui utilisent des outils d'IA générative, pour le meilleur ou pour le pire. Ensuite, quelques nouvelles séries un peu plus en bataille. La sortie des premiers épisodes de la série Ark The Animated Series, qui sont sortis sur la plateforme Paramount+. Ark, c'est un jeu vidéo d'aventure et de conquête dans un monde peuplé de dangereux dinosaures, avec une adaptation assez ambitieuse sur une plateforme de vidéo à la demande. Il y a eu une bonne nouvelle d'une rediffusion d'épisodes perdus de Astro Boy, la série iconique de l'animation japonaise développée par Osamu Tezuka, comme c'est le cas pour de nombreuses œuvres anciennes, telles des Doctor Who. Les vieux films conservés sur pellicule ont tendance à se perdre, se détériorer, voire tout simplement disparaître pour de bon. Et on se félicite du travail de conservation et de remasterisation qui accompagne ce genre de bonnes nouvelles. Côté promulgation des films, petite nouvelle intéressante partagée par le Festival d'Annecy, la sélection court-métrage a été annoncée pour cette édition 2024. Ce n'est pas moins de 1505 courts-métrages provenant de 108 pays qui ont été envoyés au Festival d'Annecy pour qu'après une longue et difficile sélection soient sélectionnés 67 films pour cette édition, 31 dans la catégorie officielle, 12 dans la catégorie off-limits, 16 dans la catégorie perspective et 8 dans la catégorie jeune public. Alors, Annecy, c'est le plus gros festival français et c'est l'un des plus grands festivals internationaux spécialisés animation. C'est un grand échantillon de la production mondiale. Si on veut mettre ça en perspective, il faut se rappeler que pour le festival de Rennes, qui est le festival national français, nous avons 409 films, tous formats confondus, qui y sont envoyés. Donc vous pouvez voir la différence d'envergure qu'il peut y avoir selon si un festival accepte les candidatures internationales ou non. Les prochaines sélections d'Annecy seront annoncées dans les semaines à venir et je vous tiendrai au courant. Le gros sujet de ce soir, c'est 2 grosses études du CNC sur la production cinématographique en 2023 et le financement et les coûts définitifs des films d'initiative française en 2023. Alors ce sont 2 grosses études pleines de chiffres et je vais me permettre de les couper énormément car l'animation a une place très particulière dans la production cinématographique française et ici on va s'intéresser seulement à cette partie. Les informations clés de cette étude CNC 2023 sont les suivants. Le cinéma français a un modèle très basé sur différents types de financement. C'est-à-dire qu'un film va trouver ses financements dans des sources très diverses comme les producteuristes français, les aides sélectives et régionales, les apports étrangers, les SOFICA, l'achat et préachat des diffuseurs, le soutien automatique du CNC ou bien les mandats, qui sont les préachats des salles de cinéma. Pour l'animation, ces financements vont être particulièrement importants car l'animation est un genre très cher comparativement aux autres genres étudiés par le CNC comme la fiction et le documentaire. Les coûts moyens peuvent énormément varier selon les années, car il suffit qu'il y ait une super production comme les Miraculous Ladybug, Le Petit Nicolas ou Pourquoi je n'ai pas mangé mon père, pour que les coûts moyens s'envolent dans les dizaines de millions, mais en moyenne en 2023, un film d'animation ça coûte 6,07 millions d'euros et le prix médian, donc la moitié en dessous ou la moitié au-dessus, est à 3,79 millions. Il faut aussi noter qu'en 2023, le nombre de films d'animation produits a atteint un haut historique à 18 films. Le nombre de films d'animation d'initiative française est en augmentation régulière depuis 2004, la période d'étude à laquelle se limite cette recherche. Donc on peut être heureux que de tant de productions puissent voir le jour.
Par exemple, dans les films chers de 2023, nous avons le film d'animation Pets on a Train de Benoît Dafis et Jean-Christian Tassy, devisé à 10,3 millions, et Amélie ou la métaphysique d'études de Luan Chauhan et Maëlys Valade, devisé à 8,2 millions. Je vous disais également que les financements étaient en grande dépendance des diffuseurs, et l'étude donne quelques données à ce sujet aussi. Pour l'animation, 4 films financés par Canal+, Ciné+ en préachète 6, OCS n'en finance aucun, Netflix finance un film d'animation Marcel et Monsieur Pagnol, et finalement 6 films d'animation françaises sont financés par des chaînes en clair, donc des chaînes gratuites. Autre donnée intéressante, 3 films d'animation d'initiative française n'ont pas encore été financés par un diffuseur en 2023, selon les données collectées par le CNC. Cela a pu changer depuis. Et côté plateforme de SVOD, pas d'informations du côté de Prime Video, mais Netflix s'engage dans un long métrage, comme je vous le disais avant, et Disney+, malgré son catalogue et ce que l'on pourrait croire, n'investit dans aucun film d'animation pour 2023. C'est tout pour la première étude, mais attaquons tout de suite la deuxième, qui va rentrer plus en précision dans les financements et coûts définitifs. On y apprend par exemple que l'animation en long métrage représente seulement 2,8% de la production française, c'est vraiment petit, et que ces coûts définitifs peuvent parfois être très élevés, avec l'exemple donné de Arthur et les Minimoys à 54,6 millions, ainsi que sa suite à 56,4, Le Petit Prince à 63 millions, et Pourquoi je n'ai pas mangé mon père à 53,5 millions, des projets au coût exceptionnel, généralement portés par des licences célèbres ou des stars venues du cinéma live. Autre donnée intéressante, le coût moyen des films d'animation, c'est-à-dire pas le devis mais les coûts finaux, s'élève à 6,45 millions en 2023, et en 2023, aucune méga production n'était venue chambouler les statistiques, donc ce sont des chiffres assez représentatifs de la production standard. Question financement, on a des chiffres spécialement animation que je vais vous citer en vrac. 16,9% d'apports étrangers, dû notamment au très grand nombre de coproductions nécessaires pour financer les films, 3,3% d'autres financements français, 17,5% des mandats cinéma, 14,0% venant des diffuseurs, 8,0% venant des aides sélectives et régionales, 4,9% de soutien automatique du CNC, un petit pourcentage venant des Sofica, 9,9% venant des crédits d'impôt et finalement 23,6% des producteurs français. C'est un schéma de financement différent du live et du documentaire, où les diffuseurs français investissent moins et où les apports étrangers sont beaucoup plus importants. L'étude précise un peu plus tard que ces financements étrangers se retrouvent aussi dans les dépenses de production qui ont beaucoup lieu à l'étranger, ce qui est obligatoire si le film a perçu certaines aides publiques européennes ou d'autres pays que la France. Et qu'en parlant d'aide, les films d'animation en sont particulièrement dépendantes, avec pas moins de 81,1% des films d'animation qui ont bénéficié du crédit d'impôt depuis 2016, donc une très grosse dépendance aux aides publiques. Il faut aussi savoir que ces dépenses, elles sont situées autre part que pour le fiction et le documentaire, car effectivement en animation, les déplacements et les tournages sont moins importants. On a donc une structure des coûts répartie ainsi, 63,8% viennent de la rémunération, 15,1% des tournages et 11,2% de la technique. Voilà, j'espère que ça clarifie un peu dans votre tête d'où venait l'argent et comment il circulait dans les productions, et à peu près les sommes d'argent avec lesquelles on parle dans l'animation. Ce n'est pas l'aspect le plus fascinant artistiquement, mais c'est les dépenses qui sous-tendent notre activité, et donc il faut être conscient de ce qu'elles représentent. En tout cas, c'est mon avis et je le transmets donc ici. En parlant de dépenses et de coûts, les deux nouvelles suivantes vont en dépendre directement, avec une nouvelle triste, c'est la fermeture du studio d'animation de D3D Animation Angoulême. Alors, si vous travaillez dans l'animation depuis un moment, alors si vous travaillez de l'animation de longue date ou que vous êtes en région angoumoisine, vous avez sûrement entendu parler du studio de D3D Animation, qui est en activité depuis 1999 et qui travaille sur de nombreux projets de séries et de longs métrages français, dans un premier temps en tant que studio de fabrication, mais aussi comme studio de production depuis un certain nombre d'années, et c'est suite à des difficultés financières vécues depuis de nombreuses années, d'avant le Covid notamment, et d'un futur du secteur incertain, traversé actuellement par une crise des productions et des commandes, que la direction du studio de D3D a décidé de fermer les portes de l'entreprise une bonne fois pour toutes. La liquidation judiciaire simplifiée a eu lieu le 11 mars dernier. Difficile de ne pas y voir le symbole des temps qui changent. Autre activité outre-Atlantique, cette fois-ci, c'est une nouvelle transmise par la SAG-AFTRA à propos des doubleuses de production d'animation pour la télévision. C'est un texte qui nous touche par écho, et qui est plein de bonnes nouvelles, car les deux mesures phares de cet accord ont été une augmentation de 7% des salaires proposés dans les métiers du doublage, ainsi que des mesures protectrices quant à l'utilisation des IA génératives dans le cadre du travail de la voix. La bataille actuelle des syndicats américains des industries créatives est très claire: protéger contre les outils d'IA générative, récupérer le manque à gagner d'années de salaires très bas pour les industries du cinéma et de la télévision, mais également d'obtenir une partie plus significative
de l'argent généré par les plateformes de streaming américaines à l'international, sur lesquelles les artistes techniciennes de l'audiovisuel américain ne touchaient que très peu d'argent. Voilà, la SAG-AFTRA fait du bon travail en ce moment, et il faudrait s'en inspirer dans la pratique professionnelle française. En parlant de pratique dans l'industrie, je voulais vous parler d'une nouvelle qui me tient particulièrement à cœur, car c'est une association duquel je suis membre qui a partagé il y a quelques jours de cela une tribune à propos des stages dans la production de films d'animation, de jeux vidéo et le motion design. C'est une tribune proposée par l'association Team Anime Aura, qui est une jeune association interprofessionnelle spécialisée dans ces domaines en région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui adresse une requête auprès du ministère du Travail et du ministère de l'Enseignement supérieur, ainsi que à France Compétences. L'objet de cette tribune, c'est une demande de dérogation temporaire sur l'obligation du stage à l'obtention du diplôme pour les étudiants et étudiantes en animation des années 2024 et 2025. Effectivement, comme je l'ai pu le chroniquer ici et comme a été étudié de manière chiffrée par la Team Animora, il y a actuellement une grosse crise dans le secteur de l'animation en France, et donc de nombreuses personnes en études dont le diplôme dépend de l'obtention d'un stage sont actuellement mises en grande difficulté pour des raisons structurelles qui les dépassent. A ce titre, Team Anime demande que ce soit reconsidéré de manière légale, comme cela avait été fait dans la période du Covid, pour permettre de désengorger les entreprises qui ne peuvent absolument pas accueillir la masse d'étudiants et étudiantes qui demandent des stages actuellement. Après de nombreuses discussions au RADIRAF et des constats par l'Eureka, qui n'ont mené à très peu de solutions concrètes, je ne peux que m'associer à la demande de Team Anime pour trouver une solution dans le temps présent qui bénéficie à toutes les personnes qui ont travaillé dur pour avoir leur diplôme et qui sont actuellement aux prises avec la recherche de stage. À ce titre, je vais vous encourager d'aller lire l'ensemble de la tribune qui est très touchante sur le site de Team Anime Aura, et si vous le souhaitez, de la co-signer pour faire porter cette parole auprès des instances publiques et, je l'espère, pouvoir aider nos futurs collègues. C'est ensemble qu'il faut lutter et c'est un moment pour marquer notre solidarité en tant que membre de l'industrie. On va finir par une nouvelle un peu plus légère, je m'en excuse, j'ai oublié de vous parler des 8e rencontres du documentaire et animation organisées par la NEF qui ont eu lieu du 20 au 22 mars dernier et dont le thème cette année était quand l'animation s'empare du réel. C'est un ensemble de conférences et de projections extrêmement intéressantes qui questionnent et étudient la pratique du documentaire et celle de l'animation et à quel point elles se rejoignent dans la création d'images, dans la recherche de sons et de paroles. Et c'est un sujet absolument fascinant et qui mérite le temps qu'on s'y intéresse. Normalement, la NEF proposera quelques-unes des captations de cet événement sur sa chaîne YouTube, et je vous les partagerai quand elles seront sorties. Mais c'est un événement très qualitatif, et je suis très heureux qu'il ait eu lieu cette année encore. On va rester un tout petit peu dans l'événementiel avec les belles images de cette semaine, où je vais vous parler d'une sélection de films qui ont été projetés au Festival d'un jour à Valence du 18 au 23 mars dernier. Le Festival d'un jour, c'est un très beau festival d'animation qui dure 6 jours, contrairement à son nom, et qui fêtait ses 30 ans cette année avec pour invité d'honneur Florence Miaille, à qui on doit la traversée de très nombreux autres films en technique traditionnelle. Cette année, les génériques du festival avaient été faits à partir de l'affiche qu'elle avait peinte elle-même à cette occasion, et animée par le réalisateur Isu Troin, qui reprenait les beaux oiseaux colorés de l'affiche pour les animer dans les salles obscures. Et parmi les dizaines de films qui ont été projetés sur place, je voudrais m'attarder sur 5 qui m'ont particulièrement marqué, et dont je vais vous parler ici quelques instants. Le tout premier film d'une grande joie, c'est None or Never de Etta Yalinga, qui est un film muet qui va nous parler d'une jeune nonne qui vit dans un couvent avec ses sœurs, dans une vie régulière et un peu austère, mais qui va se retrouver confrontée à l'émoi amoureux et l'éveil de la sexualité, ce qui va être montré d'une manière extrêmement douce et délicate, à la fois la honte, l'excitation et le sentiment d'être seule à vivre ça. Et le film va explorer ces sentiments dans une 2D ultra légère et très fine, dans un film extrêmement joyeux et lumineux sur la découverte de soi, et qui voudrait nous apporter un grand sourire comme à moi. Ensuite, plus sombre, nous avons Wild Summon de Solfrid Carni Ariely. Ici, on passe dans une 3D très technique, presque photoréaliste, où on va suivre dans un documentaire animalier de 15 minutes l'épopée des saumons, mais qui par la technique de l'animation seront transformés ici en plongeurs et plongeuses, palmes et à visage, et dont la difficulté de la vie, notamment provoquée par la présence humaine et sa pollution, seront montrées avec une violence assez viscérale, il faut le dire, et questionnera de manière directe mais assez efficace sur la difficulté de vivre de ces animaux et les problématiques de pollution et de pêche intensive. C'est un film qui est assez premier degré, mais dont la transposition et l'humanisation des saumons fonctionnent très bien pour son propos, et qui avait été sélectionné dans de nombreux festivals prestigieux, donc c'est une des sorties intéressantes de l'année que je me dois de chroniquer ici. Autre production à la technique très inventive, c'est Our Uniform de Jehan Mokadham, qui est un film témoignage sur le port de l'uniforme et du voile par la réalisatrice. C'est un film qui est très simple dans sa narration, mais très inventif dans ses visuels, qui mélange de l'animation 2D et de l'animation stop-motion de textile, en lien avec le propos du film. Et je trouve qu'il est particulièrement touchant par sa simplicité,
Dans une période où le débat politique autour du voile est extrêmement fort, et l'on se sert de lui pour expliquer toutes sortes d'idées politiques, parfois très nocives, ça fait du bien de voir une personne concernée qui en parle très simplement, juste de son expérience à elle, et qui explore son rapport à son corps, à ses vêtements, et à toute sa vie étudiante. Et pour toutes ces raisons, ça en fait un film très intéressant à voir que je vous recommande particulièrement. Autre film au message important et à la technique tout à fait unique, c'est The Miracle de Nyanke Deutz, qui est un film qui a mélangé des décors en stop motion avec une animation 2D dessinée sur plastique qui sera mis en scène dans ces décors. C'est un film qui parle de manière très adulte des injonctions à la maternité, par le prisme d'une femme sans enfant qui se rend dans un club de vacances où familles et femmes enceintes sont partout où elles regardent, et on va pouvoir explorer son trouble dans des scénettes de la vie quotidienne. J'ai beaucoup aimé le ton assez tranchant et cru du film, qui rappelle qu'être mère ce n'est pas une obligation, et être célibataire ou sans enfant ce n'est pas une peine. Et tous les modules de l'animation dans ce film sont utilisés de manière particulièrement intéressante pour montrer l'intériorité des personnages et les projections qu'on se fait sur des personnes qui nous paraissent transparentes. C'est personnellement le genre d'animation adulte que je souhaiterais plus voir. Et pour finir, on va parler de la petite perle du festival d'un jour qui est un film dont c'était la première nationale, Papillon, de Florence Miaille. Alors évidemment, c'est une réalisatrice que je respecte énormément et dont la très grande maîtrise technique et scénaristique n'est plus à faire. Et on retrouve tout ça dans ce court-métrage très poignant qui est le portrait de Alfred Nakache, un nageur médaillé olympique, grand maître de la nage papillon, qui a traversé le XXe siècle, notamment des compétitions internationales, mais aussi la Seconde Guerre mondiale, où en tant qu'athlète juif, il a vécu la déportation avec sa famille et en a porté à la mémoire durant sa vie. Le film illustre tout ça de manière non linéaire et avec une technique très virtuose de peinture animée sur toile, qui va montrer de manière très fluide les souvenirs et la vie de Nakache, et faire un portrait somme extrêmement touchant. C'est un court-métrage d'une réalisatrice au sommet de son art, donc je ne peux que vous le recommander. Allez le voir. Ce sera tout pour mon bilan personnel du festival d'un jour. Et si certains de ces films ne sont disponibles qu'en festival, sachez que The Miracle et Wild Summon sont actuellement disponibles sur arte.tv. On va finir l'émission de ce soir en parlant des sorties cinéma qui sont assez nombreuses cette semaine. Week-end de Pâques oblige. Nous aurons donc Kung Fu Panda 4, réalisé par Mike Mitchell et Stephanie Steen. C'est le 4e opus de la saga Kung Fu Panda. Et si vous pensez qu'il n'y avait plus grand chose à raconter, eh bien peut-être, car la grande méchante de ce film-là va être amenée à copier les pouvoirs des méchants des films précédents. C'est donc une nouvelle aventure de Po, le panda patibulaire devenu maître de Kung Fu, qui va devoir encore une fois sauver le monde et faire alliance dans ce film-là avec une nouvelle alliée. Si dans son synopsis et ses images, ce 4e épisode ne présente rien de nouveau, Panda est une saga d'animation bien aimée, et il fait tout de même plaisir de revoir nos héros et héroïnes revenir sur le grand écran. Cette saga est également la collection Les Fées Sorcières, réalisée par Anne Vombo, Mario Jameau, Cédric Higot, Evenia Golubeva, David Vandenmeyer. C'est une collection de 4 courts-métrages pour une durée totale de 40 minutes. Ça va nous parler de magie. C'est une production très jeunesse, assez haute en couleurs, et qui ravira les petits et les petites, avec côté animation, de la 3D, du papier découpé et de la 2D. Donc de quoi se faire plaisir aux yeux si vous aimez les séances de ce type. La sortie, ou plutôt ressortie, qui moi me fait particulièrement plaisir cette semaine, c'est le film L'Antilope d'Or, La Renarde et le Lièvre, une collection de courts-métrages également, pas de n'importe lesquels, car ce sont L'Antilope d'Or de Lev Atamanov et La Renarde et le Lièvre de Yuri Norstein. Si vous ne connaissez pas ces films, ce sont des trésors du cinéma d'animation russe, l'un dans une technique de papier découpé absolument splendide de Yuri Norstein, qui est une fable animalière, comme on en a assez l'habitude, mais qui s'illustre de manière superbe avec cette technique du papier découpé, qui est magnifique aujourd'hui encore. Et le second, c'est L'Antilope d'Or, un conte indien en rotoscopie, le Lev Atamanov, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme et sa rencontre avec une antilope qui produit de l'or par le choc de ses sabots et qui est la cible d'un terrible Maharaja. Ce sont deux films très iconiques de l'histoire de l'animation, et si vous voulez vous faire une belle séance rattrapage, je ne peux que vous le recommander. L'Antilope d'Or étant un film absolument culte dans ma famille, je suis très heureux d'en voir une version remasterisée au cinéma ressortir en salle. Et cela va déjà sonner la fin de cette émission. J'espère que vous la terminez plus informé qu'au début, car c'est le but. Et pour conclure comme à mon habitude, je vous souhaiterais de voir des belles choses, de parler de belles choses et de créer de belles choses. On se retrouve la semaine prochaine dans les actus animés.